Is that it? Michael Jackson et Stevie Wonder font partie des plus grands artistes de l'histoire. Deux prodiges révélés très jeunes, deux figures majeures issues de la Motown, deux génies qui ont profondément marqué la musique moderne. Donc tout semble les rapprocher, une même époque, un même environnement et surtout un même héritage musical. Et pourtant, quand on fait le bilan de leur carrière, un constat s'impose. Malgré le respect qu'ils se portent et les quelques collaborations qu'ils ont partagées, les deux artistes n'ont jamais réussi à créer ensemble une œuvre qui marque durablement leurs fans. Donc comment ces deux artistes, malgré toutes leurs collaborations, sont passés à côté d'offrir une œuvre véritablement marquante? On peut se poser la question de savoir si le problème vient d'un manque d'opportunité ou de quelque chose de plus profond dans la manière de créer. C'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de comprendre en revenant à leur début à la Motown, en analysant leurs rares collaborations et en s'arrêtant sur certains moments clés de leur carrière. Et nous essaierons bien sûr de répondre à cette fameuse légende qui dirait que les deux artistes avaient enregistré un album ensemble. Mais revenons au point de départ. À la fin des années 60 et au début des années 70, le label fondé par Berry Gordy est bien plus qu'une maison de disques. C'est une véritable machine à fabriquer des stars avec ses propres règles, ses propres méthodes et une vision très précise de ce que doit être un artiste. Et c'est dans ce contexte que Stevie Wonder et les Jackson 5 vont évoluer. Mais pas de la même manière. Stevie Wonder signe très jeune chez Motown. Il va progressivement s'émanciper du système et au début des années 70, il négocie un nouveau contrat historique avec le label qui lui donne un contrôle artistique quasi total sur sa musique. Il compose, produit, joue de plusieurs instruments, expérimente et devient rapidement l'un des artistes les plus innovants de son époque avec des albums comme Talking Book, Inner Vision ou Song in the Key of Life. D'ailleurs, si vous voulez plus de précisions sur la carrière de Stevie Wonder, j'ai fait une vidéo qui lui est entièrement dédiée juste ici. De leur côté, les Jackson 5 avec un jeune Michael Jackson incarnent une autre réalité de la Motown. Un groupe extrêmement encadré, pensé pour le grand public, avec des chansons écrites et produites par des équipes internes. Michael Jackson est déjà une voix exceptionnelle, une présence unique, mais il reste encore à ce stade un interprète dans un système qui ne lui laisse que très peu de contrôle. Et c'est là que se crée une première fracture. D'un côté Stevie Wonder, artiste indépendant qui construit sa musique de A à Z, et de l'autre Michael Jackson, encore enfermé dans une structure qui ne lui permet pas d'exprimer pleinement sa vision. Mais malgré tout, leurs chemins vont se croiser. En 1974, les Jackson 5 participent au titre You Haven't Done Nothing. Un morceau engagé de Stevie Wonder, directement adressé à Richard Nixon. Le groupe y apparaît dans les chœurs, apportant une énergie supplémentaire à un titre déjà très puissant. Alors c'est une collaboration intéressante, mais aussi révélatrice. Parce qu'ici ce n'est pas une rencontre entre deux visions. C'est Stevie Wonder qui invite les Jackson 5 dans son univers. Et Michael, malgré son talent déjà évident, n'est pas encore en position d'égal à égal. Donc finalement, tout est déjà là. Une proximité évidente liée à la Motown, un respect artistique réel, mais aussi deux trajectoires profondément différentes qui vont continuer à s'éloigner avec le temps. Et c'est peut-être justement cette différence qui va empêcher leur collaboration par la suite de prendre véritablement forme. Cependant, il faut noter tout de même qu'à la fin des années 70, quelque chose va changer. Michael Jackson commence à s'émanciper de la Motown et cherche un nouveau son, une nouvelle identité, et dans cette transition, une figure va jouer un rôle discret mais essentiel, Stevie Wonder. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, leur relation ne se limite pas à quelques collaborations isolées, elle s'inscrit dans quelque chose de plus profond. Car à cette époque, Stevie Wonder n'est pas un simple collègue de Michael Jackson, il est véritablement un mentor, un modèle et une référence. Michael le dit lui-même, il admire sa manière de composer, sa capacité à créer, à ressentir la musique presque instantanément. Il avait d'ailleurs déclaré en 2007 pour le magazine Ebony, « Stevie Wonder est désormais un prophète de la musique, il est l'une des personnes qui m'ont donné ma chance. Il me laisse souvent m'installer et observer, j'ai aussi pu assister à la création de Song in the Key of Life, l'une des choses les plus précieuses. » Et cette influence va se concrétiser sur un titre particulier, I Can't Help It. Looking in my mirror, took me by surprise. Un morceau que Stevie Wonder compose en 1976 pendant les sessions de son album Song in the Key of Life. Et à ce moment-là, la chanson n'était évidemment pas forcément destinée à Michael Jackson. Even
Mais quelques années plus tard, alors que Michael travaille sur Off the Wall, Stevie lui propose la chanson. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont le morceau est construit. D'après Suzy Green, proche collaboratrice de Stevie Wonder et coparolière du titre, la musique naît de manière très instinctive. Stevie chante, improvise, pose des idées et la mélodie se construit presque naturellement portée par l'émotion. Une fois la base trouvée, ils prennent le temps de laisser la chanson mûrir, de ne pas la forcer, de laisser l'émotion s'installer. Et quand Michael Jackson entend le morceau, il est immédiatement touché. Il le dira plus tard, Stevie Wonder l'invite en studio, lui joue la chanson et Michael Jackson comprend tout de suite qu'il tient quelque chose de spécial. Bon, et le résultat, on le connaît. I Can't Help It devient l'un des morceaux les plus sophistiqués de Off the Wall, une ambiance feutrée jazzy presque à part dans l'album. Mais surtout un véritable pont entre l'univers musical de Stevie Wonder et celui de Michael Jackson. Mais c'est pas tout. En 1980, Michael Jackson participe au morceau All I Do sur l'album Other Than July de Stevie Wonder. Une présence discrète, presque cachée, mais tout de même réelle. Et là encore, ce détail est important. Parce que malgré le respect, malgré la proximité et malgré ces échanges, leur collaboration reste en retrait, presque confidentielle, jamais mise en avant comme des événements majeurs. Et c'est là que le paradoxe commence à apparaître. On a deux artistes qui se comprennent, qui s'influencent et qui travaillent ensemble. Mais jamais ils ne transforment cette connexion en quelque chose de central dans leur carrière. Comme si leur relation était quelque part trop naturelle pour en devenir un véritable événement. Un peu comme si leur collaboration existait, mais uniquement en arrière-plan. Au milieu des années 80, Michael Jackson et Stevie Wonder sont à leur sommet. D'un côté, Michael Jackson vient de redéfinir l'industrie musicale avec Thriller, et de l'autre, Stevie Wonder est déjà installé comme l'un des plus grands musiciens de son époque. Donc tout semble aligné pour avoir une véritable collaboration avec une grande ampleur. Et pourtant, c'est à ce moment-là que va se jouer quelque chose de très révélateur. En 84, un projet caritatif voit le jour, inspiré par le succès de Band Aid au Royaume-Uni, avec plusieurs figures de l'industrie américaine, voulant créer une réponse. Donc très vite, l'idée d'un titre collectif émerge. Et dans les premières discussions, un nom revient naturellement, Stevie Wonder. Son profil est évident, une figure respectée, un compositeur reconnu, une légitimité artistique incontestable. Mais dans les faits, les choses vont évoluer différemment. Le projet prend de l'ampleur, les contraintes s'accumulent et Stevie Wonder, déjà engagé sur plusieurs fronts, ne s'implique pas directement dans l'écriture du morceau. C'est à ce moment-là que Michael Jackson entre en scène. Avec Lionel Richie, il va prendre en charge la création de la chanson. Les deux artistes se retrouvent, travaillent rapidement et construisent ce qui deviendra, vous l'avez bien sûr compris, We Are the World. Un morceau pensé pour rassembler, simple dans sa structure, universel dans son message. Et pendant ce temps, Stevie Wonder reste présent autour du projet, mais pas au cœur de sa création. Et ce détail est essentiel parce qu'on assiste à quelque chose de très symbolique. Le moment parfait pour une collaboration majeure entre Michael Jackson et Stevie Wonder devient finalement un projet où leurs rôles ne s'alignent pas. Michael devient l'un des architectes principaux du morceau et Stevie, lui, reste en périphérie du processus créatif. Et ça pose donc une vraie question. Est-ce que cette absence est liée à un simple problème de timing ou est-ce qu'elle révèle quelque chose de plus profond? Une difficulté pour ces deux artistes à coexister pleinement dans un même processus créatif. Parce que ce projet en réalité aurait pu être le point de départ d'une collaboration historique, mais au lieu de ça, il devient le symbole de ce qui ne va jamais se produire. Donc si toutes ces collaborations sonnent comme quelque chose d'assez peu imposant dans l'industrie musicale, une légende voudrait qu'un projet bien plus ambitieux, autrement dit un album entier enregistré par Michael et Stevie, aurait été enregistré. Mais n'aurait jamais vu le jour. Une idée qui va circuler notamment à travers certains articles sans jamais être réellement vérifiée. Mais quand on s'en tient aux faits, rien ne permet de confirmer l'existence d'un tel projet. Aucun album identifié, aucune structure claire et aucun témoignage direct de Michael Jackson ou de Stevie Wonder. Seulement des éléments à part, des collaborations ponctuelles, des morceaux enregistrés à différentes périodes, des échanges artistiques réels mais jamais centralisés. Et c'est probablement là que le mythe va se forger. Car à partir de fragments bien réels, on reconstruit une histoire plus grande, plus cohérente et presque logique. Parce qu'au fond, face à deux artistes de ce niveau, on s'attend forcément à quelque chose de monumental. Comme si leur rencontre devait forcément donner naissance à une œuvre majeure. Mais bien évidemment, la réalité est assez différente. Leur collaboration n'a jamais été pensée comme un projet global, elle existe mais de manière dispersée. Et au final, cette légende d'un album commun en dit peut-être plus sur nos attentes que sur leur réalité artistique. Mais revenons un peu aux collaborations plus concrètes. Parce que si l'idée d'un grand projet commun reste un fantasme, il y a bien eu à un moment donné une véritable tentative.
celle de réunir Michael et Stevie Wonder sur un même morceau avec une ambition claire. Créer un duo qui soit dans la même lignée que The Girl Is Mine enregistré avec Paul McCartney. Reprenons une formule qui avait fonctionné, une rencontre entre deux univers, deux stars, deux identités fortes. Et c'est exactement ce que Michael Jackson va tenter de reproduire pour son album Bad. On va s'attaquer à Just Good Friend. À l'origine, la chanson est proposée par Terry Britten et Graham Lyle, déjà connus pour leur travail avec Tina Turner sur What's Love Got to Do With It. Et très vite, une idée s'impose. Imaginez un duo entre Michael Jackson et Stevie Wonder, donc sur le papier, tout est là. Une chanson pop-funk, deux légendes de la musique noire américaine, une formule qui rappelle The Girl Is Mine. Mais dans les faits, le résultat est un peu plus contrasté. Le morceau repose sur un thème assez classique, deux hommes qui se disputent la même femme. Un concept déjà largement utilisé et qui manque ici d'originalité. Et surtout, malgré la complicité évidente entre les deux artistes, la magie n'opère pas complètement. C'est d'ailleurs ce que va souligner Quincy Jones quelques années plus tard. J'ai fait une erreur sur le duo avec lui et Stevie Wonder, cela n'a pas fonctionné. Une déclaration assez forte dans la mesure où elle vient directement du producteur de l'album. Et elle met en lumière quelque chose d'essentiel. Le duo existe, la collaboration est réelle, mais l'impact attendu n'est pas au rendez-vous. Et pourtant musicalement, le morceau est loin d'être vide, bien au contraire. On retrouve le synthétiseur de Stevie Wonder, une production marquée par les machines de l'époque, notamment le synth clavier, une basse funk avec une ligne de basse indépendante de la mélodie, des arrangements qui oscillent entre modernité synthétique et funk plus classique, un mélange intéressant mais qui donne cependant une sensation particulière. Quelque chose de moderne mais parfois un peu artificiel, avec une alchimie qui existe mais qui reste fragile. Et c'est là que le paradoxe est total. Parce que même si sur le papier tout fonctionne, dans les faits, le morceau reste secondaire dans l'album, il ne devient jamais un moment fort de la carrière de Michael Jackson, et surtout, il ne marque pas les fans comme une collaboration majeure. Et en dehors de Man in the Mirror, c'est le seul morceau qui n'est pas écrit et composé par Michael Jackson. D'ailleurs, vous noterez que lorsque Stevie Wonder va rejoindre Michael Jackson sur scène pour le Bad Tour, ils ne choisissent pas d'interpréter le titre. La rencontre se fait en Australie à Brisbane le 28 novembre 1987. Stevie Wonder rejoint Michael Jackson sur scène, un moment rare, symbolique, où les deux artistes partagent enfin un espace commun devant le public. Et là, pour le coup, la magie opère vraiment. Comme si leur connexion fonctionnait mieux dans l'instant que dans un cadre structuré en studio. Et c'est d'ailleurs peut-être ça au fond le vrai problème. Ils peuvent collaborer, ils peuvent partager, ils peuvent même briller ensemble, mais dès qu'il s'agit de construire quelque chose de durable, l'équilibre devient beaucoup plus difficile à trouver. Les deux artistes vont d'ailleurs réitérer l'expérience, mais cette fois-ci, les rôles vont s'inverser. Car c'est Michael Jackson qui devient l'invité de Stevie Wonder sur le morceau Get It, issu de l'album Characters. Une collaboration qui là encore aurait pu marquer par son empreinte artistique, mais c'est finalement les anecdotes autour de l'enregistrement de la chanson qui seront sans doute les plus marquantes que le résultat en lui-même. Après Just Good Friend, Stevie Wonder souhaite prolonger cette collaboration, mais très vite un problème se pose. Les deux artistes sont pris par des agendas incompatibles. Stevie Wonder est en tournée, Michael Jackson prépare et lance son Bad Tour. Du coup, ils ne peuvent pas enregistrer le morceau ensemble, ils décident donc de le travailler à distance. Stevie Wonder enregistre sa partie à Los Angeles et Michael Jackson enregistre sa voix à Tokyo en septembre 87. Les bandes doivent être envoyées à Quincy Jones qui lui est à Los Angeles, cependant, il est beaucoup trop tard pour organiser tous ces envois. Lors d'un concert à Wembley, Stevie Wonder lance alors une idée inattendue. Demander directement au public de s'occuper du transfert des bandes. Un fan est alors sélectionné, il va prendre l'avion, transporter les bandes magnétiques en main propre et les remettre directement à Quincy Jones. Une situation totalement irréelle, parce que à défaut de confier les bandes, il faut en plus pouvoir faire confiance à cette personne. Alors même si cette anecdote est amusante, elle est tout de même le reflet du fait que cette chanson a été enregistrée dans l'urgence et que par conséquent, elle ne peut pas développer son potentiel et tout le charisme artistique des deux artistes. Et les conséquences sont donc directes. La magie n'opère pas vraiment, la complicité habituelle entre les deux artistes est absente et le morceau souffre clairement de cette distance. Même le 45 tours ne s'octroie pas le luxe de voir les deux artistes ensemble, on voit juste en tout petit Michael Jackson. Pourtant musicalement tout est là, une production solide, des synthétiseurs très présents et une structure mélodique efficace.
Mais l'ensemble donne une impression particulière. Un morceau dense, parfois trop chargé, une instrumentation qui prend le dessus, une guitare pourtant discrète, presque noyée dans l'ensemble. Mais surtout une collaboration qui manque cruellement d'interaction. Et même au moment de sa sortie, autant vous dire que le morceau passe totalement inaperçu. Le single est publié en mai 88, sans véritable mise en avant visuelle, avec un impact limité dans les charts. Comme si une fois encore, tout était réuni sur papier, mais la connexion, elle, n'était pas totalement là. Et d'une certaine manière, la chanson Get It confirme quelque chose d'essentiel. Michael Jackson et Stevie Wonder peuvent collaborer, mais sans présence commune, sans échange direct, leur musique perd une partie de sa force. Il faut se noter que dans les années 90, les chemins entre Michael Jackson et Stevie Wonder ne vont plus vraiment se rencontrer, en tout cas d'un point de vue artistique. Aucune nouvelle collaboration, aucun projet commun, mais une chose, elle ne disparaît pas. Leur respect profond, mutuel et silencieux qu'ils ont l'un pour l'autre. Chacun poursuit sa trajectoire, chacun continue d'évoluer dans son propre univers et leur relation reste finalement fidèle à ce qu'elle a toujours été, présente mais en retrait. Jusqu'à l'année 2009 où tout bascule. Stevie Wonder apprend la disparition de Michael Jackson alors qu'il est en tournée. Et très vite, son besoin de rendre hommage s'impose. Sur scène, il évoque son ami, son frère, son cousin éloigné, mais surtout un artiste qu'il respectait profondément. Quelques semaines plus tard à Los Angeles, lors de l'hommage au Staples Center, Stevie Wonder monte sur scène et choisit deux morceaux particulièrement symboliques. They Won't Go When I Go et I Never Dream You Live in Summer. I love you forever, Michael. I never dreamed you'd leave in summer. Sorrows to impart, or right here from the start. And they won't go when I go, and I'll go. I long to go so long. Deux chansons chargées de sens, presque comme une conversation intime, un véritable adieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors d'une autre performance, Stevie Wonder reprend également The Way You Make Me Feel aux côtés de John Legend. Et autant vous dire que cette fois, l'émotion est vraiment visible. On sent qu'à travers cette performance, Stevie Wonder ne rend pas seulement hommage à un artiste, mais à une relation, une histoire, à quelque chose de plus profond. Et au fond, c'est peut-être là que tout prend sens. Parce que si Michael Jackson et Stevie Wonder n'ont jamais vraiment réussi à construire une œuvre commune qui ait véritablement marqué les esprits, autant vous dire que leur relation a par contre, elle, clairement l'étoffe d'une grande œuvre. Un lien qui n'a jamais disparu, étant plus discret, moins spectaculaire, mais profondément sincère. Donc au final, la relation entre Michael Jackson et Stevie Wonder est quelque chose de plutôt assez rare. Parce qu'elle montre que le génie ne s'additionne pas forcément. Leur succès individuel, leur impact et leur héritage respectif démontrent qu'ils n'avaient pas besoin l'un de l'autre pour clairement marquer l'histoire. Mais surtout que l'association de deux grands artistes ne sont pas la garantie d'une proposition musicale à la hauteur de ce qu'ils sont capables de produire individuellement. Et d'ailleurs, il ne faut même pas voir ça comme un échec, c'est presque l'inverse. C'est la preuve que certaines identités artistiques sont trop fortes pour réellement fusionner. Parce que comme je vous le disais, le lien entre Michael Jackson et Stevie Wonder dépasse largement leur collaboration. Il se construit dans l'influence, dans le respect, dans les moments partagés et dans tout ce qui n'a pas été fait. Et peut-être qu'au fond, leur plus grande connexion ne se trouve pas dans leurs morceaux communs, mais dans l'empreinte qu'ils ont laissée chacun à leur manière sur l'histoire de la musique. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.